Cet épisode a une distance de 6 km à un pace de 6 minutes 20. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Cette semaine, on amène un sujet qui est assez controversé. Ça touche un petit peu le syndrome de l'imposteur. Si je cours, suis-je un coureur, suis-je un athlète? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question super importante pour toi, Coach Bill. As-tu couru cette semaine? Hey, salut Coach Frank. Bien sûr que j'ai couru, puis pas à peu près à part ça. Cette semaine, j'ai terminé un défi de longue haleine. Ça faisait un défi pandémique que je m'étais lancé avec un de mes collègues de travail où on s'est lancé le défi de courir toutes les rues de notre ville. Je n'ai parlé sur un autre épisode, là, je vis à Trois-Rivières. Merci les fusions, c'est beaucoup plus grand que c'était Trois-Rivières. ça totalise 1644 rues. Enfin terminé Trois-Rivières au complet, j'ai couru ma ville de long en large. Ben bravo, puis je pense que tu as même eu de l'exposure médiatique. Oui, ça s'en vient. Effectivement, des journalistes qui se sont intéressés à l'histoire parce que ça sort de l'ordinaire, puis ils voulaient en faire un article. Là, fait que, à suivre. C'est pas mal cool que tu amènes ça aujourd'hui parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit ça serait cool de faire un épisode là-dessus. Fait que de le rajouter, Billy le pertinent, de le rajouter dans notre liste de sujets. De l'amener sur une forme de comment on planifie un défi comme ça, tu sais, comme de où c'est parti, peut-être que tu pourrais compter ton histoire au complet, puis peut-être donner des tips and tricks à ceux qui voudraient comme faire quelque chose de flyé comme ça. Écoute, certainement, si ça vous intéresse, on en fera un épisode avec plaisir. Cliquez like si ça vous intéresse, puis subscribe si ça vous intéresse pas. Bon truc. Puis dès qu'on pogne un total de 1000 ensemble, on le fait. Puis toi, Coach Frank, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Puis c'est drôle parce que j'ai une petite anecdote. J'ai un patron qui est extraordinaire, qui est super dans l'action. Puis à un moment donné, il nous montrait des vidéos de team execute the plan, tu sais. Puis moi, j'ai dit, mon problème, c'est pas execute the plan, c'est read the plan. On dirait, moi, j'ai un agenda, man, j'ai des affaires à faire. Genre, je regarde pas mon agenda, je fais d'autres choses. Puis là, je me rends compte que j'avais autre chose à faire. J'ai un gros problème là-dessus, une grosse lacune, des défis à relever. Et là, il y a 2 semaines, la semaine passée, mon coach m'envoie mon programme pour 2 semaines. Et je lis le programme, je le fais. Et cette semaine, ça a été une catastrophe. J'ai cassé 2 fois. Ma longue était super. En tout cas, je l'ai fait, mais tu sais, comme ça a été dur, puis j'étais raqué le lendemain. Fait que j'envoie mon petit recap de la semaine à mon coach, puis j'ai dit ça. Puis il dit, genre, what the fuck, 30 km? Il dit, c'est juste dimanche prochain. Fait que finalement, j'étais supposé d'avoir une semaine de périodicité. Fait que j'avais une petite semaine, genre, comme 6, 10, 8, 20, tu sais, c'était comme une petite semaine tranquille pour me reposer de mes efforts des 3 dernières semaines, mais à la place, j'ai comme poussé l'autre semaine. Fait que j'ai fucké le programme de mon entraîneur et je me suis rendu compte que je suis un petit peu dyslexique parce que j'ai lu la mauvaise ligne et ça explique pourquoi que j'étais fatigué. Et en même temps, on se rejoint beaucoup là-dessus, ça ramène au point que le repos, c'est important. Je comprenais pas pourquoi que j'étais après cassé cette semaine. Bon, il y avait la chaleur puis j'avais mal dormi, mais théoriquement, c'était une semaine de repos, entre guillemets, et non une semaine de poussage. Fait que c'est très important, la périodicité. Souvenez-vous-en. Ça aurait été vraiment d'à propos, en plus, là, avec la chaleur qu'on a eue, que tu la prennes cette semaine de break-là. Surtout que les dernières semaines ont été rock and roll côté travail, côté podcast et tout. Ça aurait été comme... Elle tombait à point. Tu sais, la vie avait fait les choses à point, mais j'ai choisi le chemin plus difficile. Comment qu'on amène notre sujet aujourd'hui, Coach Bill? On se demandait c'est quoi être un coureur. Souvent, les gens n'auront pas la même définition. Vont se dire moi, je suis pas un coureur, je suis pas un vrai coureur. Ou toi, on sait, ça fait plusieurs années. On se demandait quand est-ce qu'on est un coureur. Moi, j'ai ma définition. Là. Moi, personnellement, la journée où tu fais l'effort de sortir dehors, de mettre un pied devant l'autre,
dès ce moment-là, moi, dans mon cœur, tu es un coureur. Je sais pas, toi, Coach Frank, comment tu le vois? C'est quoi ta définition d'un coureur? Clairement que quand tu t'habilles, tu te lèves, tu t'habilles, tu sors dehors, même si tu cours pas, à la limite, je veux dire, tu mérites une médaille. Comme tu l'as rentré dans ton truc. Et ça, je l'ai pris de quelqu'un d'autre, Pierre Léveillé. Merci, Coach Pierre, pour cette phrase-là, mais je pense que c'est vrai. D'un coup, tu sors, tu es un coureur. Puis il y avait le volet athlète. Moi, je me souviendrai tout le temps, la première fois que j'ai fait mon premier demi-marathon, puis l'annonceur, il dit les noms, puis il dit on voudrait féliciter tous les athlètes. Puis j'ai fait comme, je suis pas un athlète. J'ai dit, là après, tu sais, comme tu viens de passer la ligne d'arrivée, fait que tu cool down un peu, puis ça me restait dans la tête. Je suis là, mais il m'a appelé un athlète, mais je suis pas un athlète. C'est comme... Puis après, je me suis dit, eh oui, je suis un athlète. Je suis peut-être pas un athlète olympique, mais je me suis entraîné les 4 derniers mois pour venir ici et faire cet événement-là. Je suis un athlète. Et maintenant, je pense que tous ceux qui s'entraînent le moindrement avec une assiduité sont des athlètes. Même si tu ne participes pas à des événements ou quoi que ce soit, d'un coup que tu as une certaine assiduité, je pousse la barre un peu de coureur à athlète. Donc, d'un coup, tu sors dehors courir, tu es un coureur, mais d'un coup, tu as une certaine assiduité, tu es une forme d'athlète. Tu vois, j'ai exactement la même vision que toi, puis ceux que je coach, je me plais à les appeler des athlètes, puis ça fait souvent le même effet que tu as nommé. Là. Je suis pas un athlète, je cours 2 fois semaine. Tu es un athlète, puis je te rejoins sur la définition. Là. Quand tu atteins une certaine assiduité, pour moi aussi, tu es un athlète, tu es investi dans un sport, tu l'organises dans ta semaine, tu t'assures que tu as toute la logistique autour pour que ça fonctionne pour un temps soit peu l'optimiser, ne serait-ce que de dégager du temps, puis bien dormir, bien manger. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est ma définition d'athlète. Puis j'ai le goût de te pousser plus loin. Qu'est-ce que tu penses du terme jogger? Oh boy, bonne question. D'après moi, je suis un jogger parce que mon coach me fait courir à vitesse lente. Fait que je pense pas que je cours. Je suis peut-être plus un jogger qu'un coureur parce que la majorité de mes entraînements sont à vitesse assez lente. Mais maintenant, peut-être qu'on pourrait y aller. Je vais y aller avec un rebound. Qu'est-ce qu'un coureur? Techniquement, c'est quoi courir? Mais c'est le fun parce que tout de suite, ta jogger, toi, tu l'as associé. Puis souvent, c'est un peu péjoratif dans les sectes de course. La plupart, moi, de ce que je vois, aiment ça se faire appeler des coureurs. Jogger, c'est un peu plus, je sais pas. Puis tu vois, tu l'as associé à une vitesse lente. Tout de suite, d'emblée, tu te dis, je suis un jogger parce que je suis lent. Fait que ça donne le ton, je pense. Moi, personnellement, je préfère le terme coureur, mais je déchirerais pas ma chemise. Là. Si quelqu'un m'appelle un jogger. Mais comme tu dis, techniquement, c'est quoi courir? Si on y va vraiment sur la technique, c'est que il faut qu'il y ait un temps de suspension en l'air. Il faut qu'il y ait un moment, aussi court soit-il, où il n'y a aucun appui au sol. La marche olympique, on sait, il y a une démarche un peu bizarre là, où ils vont pousser la hanche très loin pour aller mettre le pied le plus loin possible, où ils sont vraiment déhanchés. C'est vraiment pour garder ce contact-là au sol. Il faut toujours qu'il y ait un contact au sol pour que ce soit qualifié de la marche. Puis en marche olympique, en compétition, il y a des gens qui vont être disqualifiés, c'est surveillé pour être sûr qu'il n'y a pas un temps de suspension. Alors qu'en course, dès qu'il y a un temps de suspension, qu'il y a du air time, qu'il n'y a aucun des deux pieds qui touche à terre, il n'y a plus d'appui, là, on peut qualifier ça de la course. Fait qu'il n'y a aucune notion de vitesse, de distance ou whatever. T'es-tu dans les airs pendant un temps? À ce moment-là, oui, on peut dire que tu cours au niveau de la définition pure de courir. Là, après ça, il y a toute l'optimisation de la chose, là, de contact au sol le plus court possible, maximiser le temps dans les airs, minimiser l'oscillation verticale pour ne pas perdre de l'énergie vers le haut. Là, on tombe vraiment plus dans de l'optimisation très, très technique. Mais à la base, là, dès qu'il y a un temps de suspension, on peut dire que tu cours. Toi qui es pertinent maintenant, c'est quoi la différence entre courir et jogger? J'étais pas prêt pour celle-là. On a buggé ChatGPT, mesdames et messieurs. C'est quoi la différence? Mais jogger, pour vrai, je l'utilise pas, puis j'ai une vision un petit peu comme toi. Là. C'est un terme que j'utilise juste pas. Comme si c'était moins sérieux, jogger, alors que je veux pas me prendre au sérieux comme coureur. Là. Ça fait pas de sens, là, mais je sais pas. J'aime le terme coureur. Je trouve que c'est plus noble, mais c'est très personnel. Là. C'est très subjectif. Là. Fait que si on veut faire un podcast moins noble, on va faire jogger.io. C'est ça. Gardons coureur. Gardons coureur pour le moment. Fait que ça, si on revient, tout ce qui est vitesse, assiduité, durée, kilométrage, ça n'a pas vraiment rapport. Le but, c'est sortez-vous dehors ou sur tapis,
vous courez, vous courez, vous recourez, vous intégrez ça. Pour nous, pour moi, en tout cas, vous êtes des coureurs. Mais je pense que ça serait important que pour vous qui écoutez, ça soit ancré. Tu sais, dans le fond, nous, ce qu'on pense de vous, on s'en fout un peu, là, mais de s'enlever, puis ça va passer un petit peu, ça va faire un petit segue vers notre prochain sujet, qui est le syndrome de l'imposteur, parce que c'est un petit peu à ça que ça rime. C'est que tu dis « Ah non, mais moi, je suis pas assez bon », ou tu te compares à... Tu vas courir au parc, là, tu vois des gens qui courent tellement plus vite que toi, puis toi, t'es comme « Ouais, non, mais moi, je suis pas à ce niveau-là ». Mais la vérité, c'est que quand tu vas arriver à ce niveau-là, tu vas en voir qui sont encore plus haut niveau. Je veux dire, ça arrête comme plus, là. Ça finit plus. Fait que tu vas toujours avoir une raison d'être imposteur. Puis ce phénomène-là est documenté. Ça a été quand même recherché aussi. Et la course serait un des sports où c'est le plus véhiculé que les gens ont un syndrome de l'imposteur, puis ils vont faire de l'autodénigration. Quand ils sont invités dans un groupe, par exemple, de dire « Ben non, allez-y parce que je vais vous ralentir. » Ou non, moi je suis vraiment lent, là, je suis pas à votre niveau, allez-y. Moi, personnellement, ça, je suis un peu allergique à ces commentaires-là, puis je vais me faire un plaisir d'intégrer ces gens-là, puis courir est un plaisir plus grand que de courir vite. J'aime bien mieux y aller avec des gens, d'amener des gens, de leur faire vivre une expérience positive, puis d'adapter à la limite ma vitesse naturelle, disons, à la leur. Ça va être une sortie qui va être avec beaucoup plus de valeur que d'y aller seul puis de pas m'adapter à ces personnes-là. Oui, puis on est tous les deux très d'accord là-dessus. Courir lentement a beaucoup de bénéfices. C'est documenté ça aussi, puis on va sûrement y revenir dans d'autres podcasts. Fait qu'au contraire, ces gens-là nous rendent un peu un service. Je veux dire, quand tu penses me ralentir, en fait, tu me rends un service parce que si je suis tout seul, je cours trop vite, je me fais chicaner par mon coach, tandis que si je suis quelqu'un qui court plus lentement, je vais m'adapter naturellement. Puis c'est ce que mon coach appelle des fois des kilomètres gratuits. Tu sais, quand tu vas courir un 5 km à vraiment un pace lent, mais je veux dire, tu as augmenté ton volume sans comme... C'est sûr que tu n'as pas magané ton corps, donc c'est super bon et super bénéfique sur le long terme. Donc, rendez-nous service. Si vous courez lentement et que vous avez peur d'aller courir avec des gens qui courent plus vite, rendez-leur service, vous allez les ralentir. Puis, si jamais ils ne veulent pas, ben, trouvez-vous d'autres partenaires. Courir lentement, juste pour mettre un point là-dessus, la moyenne des coureurs, tous âges et tous sexes confondus, on parle de 6 minutes 28 du kilomètre. C'est pas 4,10 puis c'est pas 3,30 la moyenne des gens. Encore une fois, si vous courez plus lent que ça, c'est pas mauvais. Au contraire, c'est votre vitesse puis c'est parfait. Juste pour mettre en perspective, vous êtes peut-être plus rapide que vous pensez. Si on prend juste les hommes, c'est 6,14, puis les femmes, c'est autour de 7 minutes du kilomètre. Donc, nécessairement, les stats qu'on a là devaient comporter beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce qu'on est à 6,15 les hommes, 6,30 la moyenne, puis 7 les femmes. C'est ça. Oui, merci pour le calcul mental pertinent. Parce que ça, c'est basé sur une collection de data qui était sortie de Strava. Fait que c'est sûr que c'est pas scientifiquement balancé, là, si on veut. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que les gars ont adopté plus Strava. Tu sais, il y a peut-être aussi un côté à ça qui serait intéressant de deep down. Là. Je veux dire, je suis pas en train de détruire les chiffres ou quoi que ce soit. Mais si sur Strava, généralement les gens sur Strava, c'est des gens quand même qui ont une certaine envie de partager ça. Si la moyenne est de 6,30, c'est que c'est ça. C'est quand même fiable comme donnée, je pense. C'est ce que je veux dire overall. Puis je pense que mon coach pense que je suis une fille parce qu'il me fait courir à 7. On te salue, Dom. Puis tu touches un point intéressant, ça aussi. Des fois, quand on est un coureur débutant, d'aller le partager sur les réseaux sociaux, ça peut créer une certaine dénigration parce qu'on voit les performances des autres. Puis, comme tu dis, je pense aussi que soit les débutants ou les plus lents vont être moins enclins à les partager. Ce qui fait que quand on voit ça, même syndrome que regarder des gens sur Instagram où ces publications-là sont lissées, préparées, leurrez-vous pas, là, ça existe aussi dans le sport. Puis il y a des gens qui ne montrent pas toutes leurs sorties de course, qui vont juste publier celles dont ils sont plus fiers, qui étaient plus rapides, puis leurs entraînements à vitesse lente ou qui ont moins bien été ou que leur cardio a lâché, ils ne les publient tout simplement pas. N'oubliez pas que vous avez probablement une vision biaisée de ce que les gens publient parce que c'est filtré.
Puis, d'ailleurs, ça va être un sujet, on en avait parlé, ça va être un sujet d'un épisode là, au complet sur cette espèce d'écosystème-là de Strava, réseaux sociaux, comment que ça peut mettre une pression négative et justement de ne pas se laisser embarquer là-dedans. Puis c'est drôle que tu dises ça, il y a quelqu'un à job qui a commencé à courir, puis je le suis sur Strava, ben, tu sais, comme Strava, genre, quand t'es ami sur Facebook, Strava t'envoie un email pour te dire « Hey, ton ami vient de s'inscrire sur Strava », fait que j'étais allé le suivre. Puis là, il était comme tout content d'avoir un follower. Puis là, un moment donné, je dis « T'as-tu arrêté de courir? Je vois plus tes courses. » Il dit « Ouais, mais tu sais, mes temps sont pas bien bons, j'essaie d'augmenter avant. » Puis je revirais ça un peu, j'ai dit « Ouais, mais j'ai dit, tu vas être beaucoup plus fier dans 2 ans, 1 an, 2 ans, de regarder puis de dire « Hey, j'étais là l'année passée, puis regarde la progression que j'ai faite. » Fait que log-le pareil. Puis tu sais, la vérité, c'est ceux qui font ça pour Strava, là, sur Strava, on scroll vite, là, je veux dire. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui check et fait comme « Ah, Billy court pas vite cette semaine. » Surtout que moi, des fois, j'oublie d'arrêter ma montre, fait que j'ai des temps comme ils ont juste pas d'allure, genre 8 minutes 45 du kilomètre. Fait que je suis comme « OK. » Comme je le publie pareil, puis regarde, il n'y a jamais personne qui a fait. Tout le monde fait des coups d'eau pareil. Fait que c'est pas comme ah, il est-tu pas, je cours pas vite. Je pense pas que ça soit ça le point culminant de mon Strava à la fin de la journée. Ça ou l'inverse, parce que tu es embarqué dans le char avec ta montre qui fonctionne, puis là, ça te donne du 1 minute 30 du kilo sur l'autoroute. Ouais, ça m'est arrivé l'autre fois. Mais d'ailleurs, tu peux reculer sur Strava. Quand j'ai vu ça l'autre jour, j'ai fait comme « What the fuck? » Puis j'ai pu... tu peux aller dans un petit point puis raccourcir ta course. Fait que je l'ai juste ramené. Ça a bien tombé parce que j'ai fini à la même place que j'ai parti. Fait que j'ai juste ramené à mon point de départ. Puis ça m'a donné mon bon temps. Pour être sûr que pas avoir des critiques sur Strava, c'est ça? Non, mais c'est surtout que... C'est parce que mon coach, il me chicane si je vais trop vite. Fait que j'ai dit, s'il voit genre comme 3,15, c'est sûr m'envoie un appel qui va me dire « Dude, c'était de la vitesse lente. » Fait que je me suis dit, je suis mieux de le corriger. En fait, ma grosse pression sur Strava, c'est mon coach. Le reste du monde, ils penseront bien ce qu'ils veulent. Mais tu vois, ça, c'est un point aussi, ton coach... Je pense que ça prend une honnêteté aussi avec ton coach. Ces mesures-là objectives sont intéressantes, sont super utiles. Qu'on pense pas d'avoir du subjectif de comment ça a été ta course. Par contre, sentez-vous pas mal à l'aise de partager à votre coach « Hey, ça n'a pas bien été. C'était pas bon aujourd'hui, j'ai mal dormi. » Il n'y a pas de honte à ça. Ou « J'étais plus lent qu'à mon goût. » Ou hey, « Je prendrais pas un coach. Je suis tellement pas vite. Je vais attendre d'être meilleur avant de me prendre un coach. » Erreur, puis même commentaire que ce que tu disais tantôt, log-le pour voir ta progression. Mais s'il y a un moment dans une vie de coureur où c'est utile un coach, c'est bien au début, justement avant qu'il s'ancre des comportements ou des patrons de course déficients qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus durs à corriger une fois que c'est solidifié dans votre patron. Fait que d'apprendre ces bases-là avec un coach, soyez absolument pas gêné de vous sentir pas compétent, pas assez compétent pour consulter un coach, pas assez athlète pour consulter un coach. C'est vraiment là que ça a le plus de valeur, je pense. Après ça, c'est plus loin quand on tombe dans la performance qui a un intérêt, mais au début, c'est vraiment, vraiment utile. Là. Clairement. Clairement, moi, ça a changé ma vie. Les 2 fois que je me suis blessé, c'est avant d'avoir des coachs. D'un coup, j'ai eu des coachs, je me suis plus jamais reblessé par surentraînement. Je me suis blessé en tombant, tu sais, comme un moment donné, tu tombes sur la glace, je me suis enfargé dans un piquet de dénivellation, whatever, mais je me suis jamais blessé parce que je me suis surentraîné. Coach Bill, je pense que tu avais un truc ou un article que tu as lu pour nous aider à en finir avec le syndrome de l'imposteur. Oui, je n'ai touché un mot tantôt comme quoi la course est un des sports où c'était le plus touché, le plus vécu, ce syndrome-là. Puis ce qui est pire encore, c'est que ça se vit un peu en solo parce qu'on n'est pas dans un groupe. Généralement, on commence à courir seul. Beaucoup de monde qui vont aller courir le soir quand il fait noir, quand il n'y a pas d'enjeu de sécurité pour pas se faire voir parce qu'ils sont gênés d'être habillés en coureur moulant ou ils veulent pas se faire voir parce qu'ils pensent qu'ils sont pas bons, qu'ils n'ont pas une technique, qu'ils sont pas assez rapides. Vraiment, les gens vont se cacher pour courir jusqu'à temps qu'ils sentent qu'ils sont assez performants à leur goût pour courir au grand jour, par exemple. Fait que cette spin-là négative existe aussi, puis généralement est vécue seule, puis elle n'est pas partagée parce que c'est pas éminemment un sport de groupe, la course. Ça se pratique super bien en groupe. On a des beaux événements où ça regroupe les gens, puis qu'il y a des communautés fabuleuses.
Mais c'est bien rare que ça débute comme ça. Généralement, c'est quelqu'un qui va nous prendre par le bras et qui va nous forcer à aller d'une course organisée parce qu'encore une fois, moi, je me souviens ma première, là, je dis, ben non, je suis pas un coureur, je vais pas aller courir une course organisée puis payer avec un dossard, ça n'a aucun bon sens. Là. Je suis pas prêt pour ça, je suis pas assez bon, je suis pas assez vite, je veux pas finir le dernier. Combien de fois on a entendu ça? Ah, je peux bien y aller, mais je vais être le dernier. Non, vous serez surpris à quel point il y a du monde bien plus lent que vous autres qui vont dans ces événements-là. Et moi, j'ai un de mes chums, Yann, on te salue si t'écoutes. Il s'inscrivait avec moi, puis lui, il était comme overweight, fait qu'il faisait, mettons, le 21, mais il partait le dernier, c'était son truc, il se mettait au bout, puis il comptait ceux qui dépassaient, fait que ça le motivait, genre, parce qu'il était lent, justement, fait qu'il comptait, au lieu de se faire dépasser, lui dépassait les autres, puis ça lui donnait un instant de motivation, fait que ça peut être un truc. Partez le dernier, puis comptez ceux que vous dépassez, ça motive, tu dis, crime, je suis meilleur que... Je serai pas le dernier finalement. À partir dernier, tu peux pas faire pire, là. Tu peux juste t'améliorer, effectivement. Puis il y a beaucoup de monde qui, par inexpérience, je dirais, vont mal se positionner dans un peloton de course organisée. Puis c'est vrai que c'est démotivant. Puis c'est là que ça te donne une impression d'être vraiment lent, pas vite, puis moins bon que les autres. Parce que ça fait l'effet inverse de ce que tu viens de décrire. Tu te fais dépasser par tout le monde. Puis non seulement ça, c'est pas le fun pour toi, puis c'est pas le fun pour les autres aussi qui sont obligés de t'éviter de te dépasser. Fait que de se positionner à la bonne place dans un peloton de course de façon honnête, je dirais, autant pas surévaluer que sous-évaluer, ça fait que vous allez partir avec du monde, vous avez bandé un peu sur la ligne de départ, tu jases avec des gens, tu fais des liens, ben si t'es à la bonne place, tu risques de suivre ces gens-là tout le long, puis de, à la limite, te faire dépasser peu ou dépasser peu, mais c'est pas mal plus motivant que de partir trop en avant, puis finalement de te faire dépasser par le trois quarts des coureurs. Là. Mais moi, je pense que entre les deux, t'es mieux de sous-évaluer. Je pense que c'est mieux de partir un peloton en arrière, quitte à rattraper l'autre d'en avant, que de te faire pousser dans le derrière par l'autre peloton en arrière. Je pense que définitivement, là, c'est pas mal ma règle de base. J'essaie toujours d'être... où tu peux te positionner aussi dans le peloton. Là, fait que des fois, je vais juste me mettre en arrière de la vague. Là, je sais pas comment on appelle ça. Mais à la fin, comme plus quasiment où ce que l'autre ligne part, pour justement avoir un petit peu de lousse de ce côté-là. Puis en même temps, ça évite aussi l'espèce d'effet d'aspiration, hein, de partir dans un groupe trop vite. Généralement, vous allez partir trop vite, vous allez casser. Combien de fois j'ai fait des courses en me disant « Oh mon Dieu, ce monde-là, dans 500 mètres, ils sont plus là, c'est sûr. Ils sont partis, se sont mal positionnés, ils étaient trop avancés dans leur chorale. Puis c'est certains qui vont décrocher, mais combien de temps ils vont tenir ce rythme-là par pression du groupe ou pour pas ralentir jusqu'à temps qu'ils cassent, puis là, le reste de la course, c'est vraiment pas plaisant. Là. Fait que comme tu dis, t'es bien mieux de partir plus loin, puis d'avoir du plaisir à pousser la machine, puis d'avoir du gaz tout le long. Oui, moi je le vois beaucoup comme, je sépare la course en deux. Fait que mon premier, mettons, c'est un 10 km, mon premier 5, c'est comme un 5 en entraînement, puis le deuxième 5, je le pousse. Fait que je me garde l'énergie pour la fin, puis ça donne des bons résultats parce que tous ceux qui sont partis en fou, ben pas toutes, mais une grande majorité là, de ceux que tu dis, là, rendus au 6e, 7e kilomètre, là, ils marchent. Ils marchent s'ils ne rentrent pas. Puis toi, t'es comme juste « Hey, bonne course les gars! » J'étais un grand avocat aussi des splits négatifs. Puis sur un 10, tu peux le faire 5-5. Il y en a qui vont le faire kilomètre par kilomètre. Sur une plus longue distance, tu peux y aller, c'est ça, mettons sur un demi. OK, pars 20, 30, 35 secondes plus lent que ton habitude. Après 5, réévalue-toi. Parfait, ça va bien. Je me donne un plus 10, plus 15 secondes du kilo. Rendu au demi, je me réévalue. Rendu à 10 kilos, la moitié de ma course. Je me réévalue. OK, parfait. Qu'est-ce que j'ai? Il m'en reste. Je donne du gaz. Non, je vais me préserver, je vais me garder. Puis ça fait des courses qui finissent de façon pas mal plus positive sur un high que de faire l'effet inverse, de partir ben trop vite puis de finir ses rotules parce que t'as plus de jus puis t'es lavé. C'est bien plus le fun, le dernier 5. C'est « Hey, sais-tu quoi? Il reste du gaz dans le tank. J'ouvre la machine, je pousse, puis je finis en héros, en champion, là, avec du plaisir. » Là. Exactement. J'aimerais ça te ramener aussi, tu sais, nos souvenirs de jeunesse. On l'a nommé dans le premier épisode. Tous les deux, on part d'un passé de non-sportif où on était en surpoids. Moi, ça m'a traîné toute ma jeunesse là, jusqu'à tard en adolescence, même vie adulte. Mais quand j'étais jeune, courir, là, c'était pourri, là. Ça m'intéressait zéro. Là. Il n'y avait rien de ludique là-dedans, comme un jeu, comme un sport, comme le hockey, le basket.
minimalement. Il y avait un jeu, il y avait un effet d'équipe. Quand on avait de la course obligatoire dans les périodes d'athlétisme en édu, c'était un traumatisme. Moi, je me souviens moi, je choisissais, moi puis mes amis qui étaient pas bons dans le sport, on choisissait toujours les distances les plus longues. Parce qu'au niveau des standards, juste de le faire, on avait tous nos points. Alors que si on prenait une autre course, c'était impossible de penser rentrer dans les standards. Il fallait aller beaucoup trop vite. Fait que de choisir des courses, je me souviens plus, là, c'était un 5000 mètres qui était un 5 kilos. Mais c'est que plus tard, j'ai compris 5000 ou 10 000 mètres. Plus tard que j'ai compris que ça s'appelait un 10 000 mètres, pas pour rien, parce que c'était calculé comme un sprint au niveau de l'athlétisme, pas de la longue distance. Pour moi, c'était excessivement long. Mais je pouvais prendre l'après-midi de mon cours d'édu pour le faire. À la limite, le marché, c'est pas grave. Au moins, j'avais mes points, puis je passais mon cours d'édu, mais c'était pas un beau moment, là. La course a été associée à ça dans ma tendre enfance. Ça a été long avant de dire, moi, je vais courir pour le plaisir. Ça n'a pas été ma première idée, mettons. C'est le fun parce que là, on tombe dans mon côté peut-être plus caring, fun, contact. C'est clair que les traumatismes, dans la vie, on se crée des croyances, puis on est limité par ces croyances-là, puis c'est sûr que l'éducation physique, côté croyance pour la course à pied, ça m'a pas laissé un bon souvenir. D'un, j'étais poche, c'était pas un syndrome de l'imposteur, j'étais même pas un imposteur, j'avais juste pas d'affaires, je pense. Puis non, c'est pas lié à... C'est beaucoup de stress, beaucoup pour ma part, de bullying, je te dirais. Tu sais, comme quand t'es pas bon, puis le monde se dit « Hey, Frank, va faire du cours. » Puis t'es « Ah, c'est balac, non. » Tu sais, puis en tout cas, mauvaise technique, trop de poids, peut-être aussi manque de confiance. Veux pas, ça a été mon histoire. Les profs d'éduc tentent à valoriser beaucoup ceux qui sont bons. Puis les moins bons, écoute, sont là. Vous les prendrez. Ils donnent le ballon à celui en avant, puis ils disent faites les équipes, là. Puis tu sais, comme toi, t'es le dernier choisi, puis les équipes sont comme hey, sais-tu quoi, je te le laisse. Genre, vous serez 7 contre 6, je m'en fous. Genre, je le veux pas dans mon équipe présent. Et ça aide à la valorisation d'un jeune qui veut faire du sport. Exactement. Puis, fait que de se défaire de ça, j'ai pas de conseil, mais c'est clair qu'il y a un gros travail à faire parce que quand tu pars de là, tu arrives adulte, puis là tu dis m'aller courir, t'as tous ces traumatismes-là, surtout si tu étais peut-être moins en forme. Il y a des gens plus en forme que peut-être c'était correct, d'autres que, comme tu dis, c'était juste plate, genre ils n'aimaient pas ça, fait qu'ils ne trippent pas. Puis il y en a d'autres comme nous que on est totalement comme démotivés à partir. Fait qu'il y a cette grosse barrière-là de réapprendre qu'on peut avoir du plaisir autrement. C'est sûr, comme tu dis, c'est pas comme une game de hockey qu'il y a personne qui te check, puis il y a jamais un moment donné que tu vas faire un but puis que tes chums vont t'applaudir. Je veux dire, c'est comme tu cours, puis tu cours, puis tu cours, puis tu cours, puis dans le mieux, tu croises du monde puis tu leur envoies la main. Fait que, mais d'apprendre à justement méditer, de tomber dans cet état méditatif-là, de tomber dans un état de pleine conscience. Puis c'était une des questions que je posais dans saison 1 aux coureurs. Est-ce que vous courez avec de la musique? Pour ma part, j'aime ça sans musique, justement parce que ça me ramène dans le moment présent. Genre, je tombe dans mes pensées, puis à un moment donné, je suis juste comme, OK, je suis ici présentement, je suis content, ça m'enlève la distraction. Fait que ça peut être, c'est correct aussi si vous aimez la musique, que ça devienne un beau moment pour écouter un podcast, pour écouter de la musique, pour que ça devienne du me time, parce que moi, c'est un petit peu ça que c'est devenu. C'est un moment que je prenais pour moi, puis ça me faisait du bien de juste être là. Fait que de trouver le plaisir ailleurs que dans le côté ludique, mettons, d'un sport habituellement là, qu'on trouve. Puis à l'autre bout du spectre, de ne pas utiliser la course comme une contrepartie à des excès, par exemple. J'ai trop bu hier soir, j'ai mangé 3 pointes de pizza, 2 beignes, je vais aller courir plus. Il n'y a rien de pire pour créer un aura négatif autour d'un sport. Je cours pas pour le plaisir, je cours pas pour être serein dans ma course puis être justement en pleine conscience. Je cours pour brûler une pizza de trop. Tu sais, on est dans la honte, encore une fois, totalement inutile. Puis j'avais entendu une citation, à un moment donné qui disait « You can't outrun a bad diet ». Donc, quand même que tu cours en fou, ça compensera jamais une bonne nutrition. Fait arrêtez de penser ça. C'est vrai que oui, on peut se permettre de manger un peu plus quand on dépense beaucoup de calories, mais la qualité des aliments et la quantité ne sera jamais compensée par courir plus. Ça ne marche pas comme ça. Le calcul n'est pas bon, puis ça génère de toute façon une espèce
de moments négatifs qui est absolument inutile. Là. Tu sais que c'est ma faiblesse de manger trop et confidence. J'ai déjà couru une semaine un volume de 80 km et j'ai réussi à prendre 3 livres cette semaine-là parce que je me suis juste défoncé dans la nourriture toute la semaine. Parce que je me le permettais parce que justement, je courais comme un fou. Au final, ça n'a pas été un chiffre négatif, ça balance, ça l'a augmenté. C'est pas soutenable en plus. Moi, je l'ai vécu plus dans des périodes de blessure, par exemple. Ou si tu dirais, je me permets, je reste sur un équilibre que je mange vraiment gros puis je regarde rien de ce que je mange. Je cours plus. La journée où tu te blesses, ça prend une grosse révision de ta qualité, ta quantité d'aliments là, parce que ça marche plus. Fait que d'autant plus si tu te glorifies, gratifies avec de la nourriture parce que tu compenses par de la course, la minute où tu n'as plus ça, non seulement tu n'as plus ton plaisir de courir, mais en plus, tu n'as plus ta bouffe parce que tu peux plus te le permettre, sinon tu fonces dans un solide mur. Là. Mais sincèrement, ça, c'est un sujet qu'on pourrait approfondir aussi dans un autre épisode pendant plusieurs minutes. Clairement. C'est pour ça que tu es plus fit que moi. Puis, il y a quand même un gros mouvement aussi de coureurs de trail au Québec qui émerge. On voit les courses, qu'il y a de plus en plus d'adeptes, il y a de plus en plus de courses. C'est souvent un volet qui ressort, le côté méditatif de la forêt. Les coureurs sur route, sur trail, le mindset est quand même un peu différent, je trouve. Moi, c'est ma vision de la chose. Quand on est en trail, je trouve que ça prend un petit peu plus de concentration. Tu peux pas penser à autre chose. Tu peux pas. Moi, c'est mon avis. Là. En tout cas, à mon niveau, à moi, je suis pas capable de m'évader puis d'être juste dans ma tête. Par contre, c'est clairement que tu n'as pas le temps de penser à tes problèmes non plus. Tu es dans l'action, tu es impliqué dans ce que tu fais. Il faut que tu surveilles, que ce soit au niveau du sol, au niveau des branches, au niveau des dénivelés, etc., à surveiller les roches, c'est glissant. C'est vraiment plus impliqué dans le sport que sur route où normalement, il n'y a pas trop d'aléas sur la route, puis tu peux pas trop te préoccuper de ça, puis là, justement, être un peu plus dans ta tête. Mais là, après ça, c'est toute la gestion de qu'est-ce que tu fais de ce temps-là dans ta tête. Si tu l'utilises à bon escient, tant mieux. Si ça t'amène dans une spin négative, bien, des fois, peut-être que d'aller en forêt, ça peut faciliter de recentrer sur des pensées positives versus moi, j'aime beaucoup la route justement pour cet état méditatif-là où j'ai pas besoin d'être si alerte à mon environnement puis je peux être tranquille dans ma tête. Là. Clairement. Puis c'était un des commentaires de notre invité Alexandre Busque qui disait qu'il aimait justement la forêt pour ça, qu'il aimait le trail justement pour juste le côté méditatif, là, côté concentré méditatif. Coach Bill, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, moi, je pense qu'on a fait un bon topo. On a démystifié un peu c'était quoi courir, qui qu'on a inclus dans notre groupe de coureurs, qu'on accueille n'importe qui. Votre vitesse, on s'en fout. Personne ne regarde ça, que ce soit dans la vie ou sur Strava. Joignez-vous à des groupes, ne soyez pas gênés. Moi, je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Toi, tu as quelque chose à ajouter? Ben moi, je vais ajouter la nouvelle section qu'on voulait ajouter depuis le début, qui est notre... on va l'appeler la shameless plug en français. Fait que, as-tu quelque chose à plugger, Billy? Ce que tu veux, ça peut être la course, pas de course, l'équipement, de la bouffe, ta job, la business de ton beau-frère. Plug-nous ça. Écoute, on vient de parler de bouffe, puis tu sais que je suis un gourmand. C'est sûr que je vais te parler de bouffe. Je vais te parler de mes petits gruyos Holos, qui est un produit québécois. Ça a été lancé ici à Québec. C'est un gruyot overnight. L'idée, c'est que c'est un petit sachet en portion individuelle. Il vient avec un petit pot en verre, là, juste la bonne dimension. C'est parfait. Prenez ça, je vide le contenu du sachet qui est recyclable, ce sachet-là. Ensuite, on ajoute du lait. Le lait de votre choix, ça peut être un lait d'amande, un lait de vache, un lait protéiné, whatever. Puis, plus ou moins, là, dépendamment de la consistance. On serre le pot, on met ça dans le frigo. Puis le lendemain matin, c'est prêt. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien. Ça, ce qui est cool, c'est que moi, je m'en sers souvent quand j'ai une course très tôt le matin. Je me lève le matin, j'ouvre ça, j'ai pas besoin de réfléchir, de déranger toute la maisonnée en sortant le pain, les toasts, les chaudrons pour des œufs. Puis ça me donne quand même quelque chose de très consistant qui se mange bien. Ça va arriver même que je vais en manger une partie, je vais manger le reste au retour. C'est super bon, c'est goûteux, ils sont rendus avec 8 saveurs différentes. Mes préférés, shootout, pomme cannelle, c'est vraiment le best. Suivi de proche par caramel raisin. Ils sortent quand même des saveurs assez régulièrement.
mais super bon. Fait que Holos, beau petit produit québécois. On trouve ça où? Moi, j'ai commande en ligne directement sur leur site. Là. Donc, juste pour être certain de l'appellation HOLOS, vous cherchez ça, c'est sûr que vous allez tomber dessus. Puis, ils ont des boîtes. Là. Tu peux composer ta boîte, soit des starter packs avec un peu toutes les saveurs. Sinon, tu choisis le nombre de sachets que tu veux, des boîtes de c'est 12, 30, 48, je pense. Là. Tu composes toutes tes saveurs. C'est livré chez vous. Très goûteux, très bon. Moi, je voulais plugger, c'est à mon tour de plugger, fait que je voulais plugger, je vais revenir sur l'épisode qu'on a fait sur courir en vacances, que tu as parlé que des fois, on ne sait pas s'il va faire noir, et je veux plugger un accessoire que j'aime beaucoup, qui est ma flashlight frontale, ma lampe de poche frontale BioLight. En gros, quand j'ai commencé à entraîner pour cardio plein air, ça m'en prenait une, j'en avais pas, et je me suis mis à rechercher qu'est-ce qui faisait une bonne lampe de poche de coureur. Et en gros, ce qu'on veut, c'est d'avoir la batterie derrière la tête. Parce que souvent, les lampes frontales cheap ou la plupart des modèles, tu as la batterie et la lumière sur ton front. Et quand tu cours, avec le poids et l'oscillation verticale, ben ça finit par frotter puis ça éclaire tout croche. C'est super pas confortable. Donc, l'idée, c'est d'avoir la batterie derrière la tête, le moins de poids possible devant. Même si derrière ça bouge, ça ne change pas puis elle ne cherche pas à sortir. Fait que BioLight, c'est ce que j'avais trouvé. Il y en a certainement plein d'autres modèles. Elle est fun, elle se branche USB, elle est vraiment légère. Elle a une petite bande réfléchissante dessus qui permet d'être vue. Il y a même un modèle un peu plus high class, un petit peu plus premium, je ne sais pas, qui, elle, offre la possibilité de charge through, c'est-à-dire si tu as une batterie externe, tu peux la mettre dessus. J'imagine pour les coureurs de trail qui font de très très longues distances, ils peuvent traîner une batterie là, de recharge dans leur sac et se brancher directement dessus. Puis il y a même une lumière derrière pour être vue de derrière, ce qui peut être pratique. Fait que Shootout et BioLight, j'avais payé comme quelque chose comme 70$ cette lampe de poche-là, je l'aime. Le seul petit défaut, je dirais, pour des coureurs, c'est que moi, je sue beaucoup. Il n'y a pas vraiment façon de la mettre au lavage parce que le câblage est passé dans le strap. Fait que tu ne peux pas enlever la batterie et la lampe pour laver la strap. Fait que ça, c'est un petit downer, mais bon, je me débrouille à la laver comme que je peux à la main quand ça commence à puer un peu trop. Ce qui est fascinant, là, c'est que moi, j'ai parlé de quelque chose de super le fun, puis toi, tu as été très pertinent dans ta plug. Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Bill? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.